Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV où on va revenir sur ce qu'on a pu observer la semaine dernière pendant la Summer League de la part de nos Bulls et les principaux joueurs qu'on voulait observer, hein, ceux dont on avait parlé dans la vidéo précédente. Et évidemment, le premier sur lequel il faut qu'on revienne, c'est celui qu'on attendait le plus, évidemment, c'est Matas Bouzelis. Parce qu'on voulait le voir balle en main, on voulait le voir, voir ce qu'il était capable de, de, de- de créer, que ce soit pour lui, que ce soit pour les autres, etc. Et dans l'ensemble, on a vu pas mal de choses intéressantes et des trucs un petit peu plus compliqués. Mais ce qui est intéressant à noter déjà, c'est que le gamin, il attaque le cercle encore et encore et encore. Et il le fait avec un premier pas plutôt rapide, plutôt intéressant. Une belle qualité de dribble pour un joueur de sa taille, parce qu'on rappelle qu'il fait quand même 2,8 m. Mais il a des handles assez intéressants. Il est capable de prendre un tir pour un contre un et de le prendre de vitesse et d'aller jusqu'au cercle. Et on l'a vu provoquer de nombreux lancers francs et en allant constamment voilà, chercher le contact, finir près du cercle et provoquer les lancers. Alors c'est pas sûr que une fois en NBA, il aura les mêmes coups de sifflet de la part des arbitres, mais là sur cette Summer League, il a eu des coups de sifflet en sa faveur, donc ma foi c'est toujours ça de prix. Il a provoqué pas mal de lancers francs. On sait que c'est quelque chose qui va beaucoup nous manquer l'an prochain en l'absence de DeRozan, hein. On va être une équipe qui va assez peu aller au lancer franc, hein, je pense. C'était le cas avant que Demar arrive. Et même quand il était là, on n'était pas une des meilleures équipes à ce niveau-là, donc ça va pas mal nous manquer. Donc s'il est capable de faire ça sur les minutes qu'il aura dans la rotation l'an prochain, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et puis dès qu'il a de l'espace devant lui, transition, 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 le mec a claqué des dunks, mais d'une violence là. En à peine 5 matchs de Summer League, il a déjà tout un catalogue de dunks, mais tous plus violents les uns que les autres, que ce soit en transition, que ce soit sur alley-oop, que ce soit en poster sur des types. Là, il y a un match, le match contre Détroit, c'était quasiment dans le premier quart-temps, chaque remontée de balle, c'était un dunk, donc c'était assez hallucinant. Donc tu vois que le gamin, il a du jump, de l'énergie à revendre, il lâche rien, il se jette sur tous les ballons. Il a été quand même extrêmement intéressant à suivre dans cette Summer League. Il y a des côtés un peu plus négatifs, notamment la création pour les autres. Il a fait plusieurs matchs à zéro passe décisive. Il tourne à moins d'une passe décisive par match sur cette Summer League. Donc ça, c'est quand même un petit peu compliqué. Bon, alors ça vient aussi du fait que ses coéquipiers, les quelques fois où il leur a donné des bonnes passes, ils n'ont pas forcément réussi à mettre leur shoot. Mais tu pouvais quand même t'attendre à un peu plus de variation dans son jeu, être capable de ne pas avoir des œillères quand il a la balle dans les mains en se disant bon bah c'est moi qui dois me montrer, c'est moi qui dois marquer, c'est moi qui dois prendre les shoots. Euh, donc je vais faire ça et je vais pas chercher à trouver des coéquipiers quoi. Il y a eu une ou deux bonnes passes vers l'intérieur, mais à part ça c'était quand même assez peu concluant pour ce qui est de créer pour les autres. Après, il faut remettre aussi le contexte tel qu'il est. C'est une équipe qui est pas, voilà, c'est une équipe de Summer League, hein. Ils se sont retrouvés 10 jours avant pour un training camp. Il n'y a pas forcément d'automatisme. C'est pas des mecs qui vont jouer ensemble par la suite non plus, hein, à 3 ou 4 joueurs près. Donc voilà, ça reste. Voilà, il faut prendre ça dans le contexte, quoi. Donc c'est pas catastrophique. Après, c'est sûr que si ça se retranscrit une fois sur les parties NBA et que le mec il donne jamais un ballon à quelqu'un d'autre, ça va être un autre souci, mais on aura le temps pour ça. Défensivement, on l'a vu faire des bonnes choses aussi, énormément de chase down blocks où c'est limite, il laisse le gars driver face à lui en un contre un juste pour pouvoir revenir et lui mettre une bâche en deuxième rideau. Il a tourné à 2 contres par match quand même dans cette Summer League, donc c'est quand même pas mal. On l'a vu faire preuve de beaucoup, beaucoup d'intensité dans ces duels 1 contre 1 et dans les aides aussi. Il intervient toujours dans le bon tempo. Euh, il n'a pas fait énormément de fautes. Il en a fait, forcément, mais je veux dire, par rapport au nombre de fois où il fait des interventions défensives, c'est quand même plutôt correct. Il a cet instinct de vraiment être là dans le bon timing, faire les choses au bon moment, et c'est quand même plutôt intéressant pour un gamin de 19 ans. Donc c'est quelque chose qui était très notable. Et voilà, comme je disais, il allait chercher des rebonds, il s'est jeté sur tous les ballons. Voilà, dès qu'il y avait une passe un peu hasardeuse, il était là pour essayer de l'intercepter. Donc voilà, il a fait de bonnes choses défensivement. Alors après, forcément, et c'est quelque chose dont on a déjà parlé au moment de sa draft, etc. C'est un mec qui doit prendre du muscle parce qu'il est quand même encore bien bien fin. Et si on veut le faire jouer 4 ou même 3, il va avoir des gros problèmes parce qu'il y a quand même quelques monstres physiques sur ces postes-là dans cette ligue. Donc euh,
Voilà, il va falloir qu'il passe du temps à la salle, qu'il prenne un peu du haut du corps, des épaules, mais c'est le lot d'un peu tous les rookies, donc c'est pas quelque chose d'extrêmement inquiétant, c'est quelque chose qui va venir avec le temps. Un peu comme l'adresse, parce que là aussi, son adresse a été très très compliquée. Autant il est très bon quand il va attaquer le cercle, qu'il va finir, qu'il va provoquer des lancers, etc. Le reste, dès qu'il faut prendre des jumpers, dès qu'il faut shooter à 3 points, tout ça, ça a été beaucoup, beaucoup plus laborieux. Il a tourné à moins de 30% au shoot sur cette Summer League, que ce soit à 2 ou à 3 points. Il a fini à 6 sur 28 à 3 points, donc c'est très, très mauvais, très, très mauvais aussi. Euh, on rappelle que l'an dernier, il avait fait la saison avec l'Ignite Angélique parce que c'était aussi en partie parce que la ligne à 3 points Angélique était de la même distance qu'en NBA, donc c'était pour l'habituer à shooter de plus loin. Et là, ben, le geste est pas si affreux, mais il y a eu parfois, c'est la sélection de tir aussi parfois qui est genre je pull up en contre-attaque, euh, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Il faut qu'il arrive à mieux choisir quand shooter, comment shooter, etc. Parce qu'il y a eu des fois où tu t'es dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu shootes? Là, il y a deux mecs seuls sous le cercle, fais la passe, quoi. Mais encore une fois, comme je disais, les œillères, je suis Bouzelis, il faut que je shoote. Donc voilà, ça c'est des choses euh, qui vont se travailler cet été et les suivants. Donc voilà, c'est des petits défauts qui sont assez faciles à corriger avec le temps. Donc à lui de bosser ça. Mais en tout cas, sur ce qu'on a vu, sur les qualités athlétiques, sur les capacités physiques, sur l'énergie de tous les moments, y a pas grand-chose à redire. Donc là, il va falloir bosser sur quelques fondamentaux, mais c'est pas quelque chose d'irrécupérable, quoi. Clairement, ça va venir. C'est comme son physique, il va travailler ça. Il a que 19 ans, il a tout l'été là, il a 2, 3 mois avant le début de la saison, donc ça va aller, il va bosser ça. Euh, Autre joueur je crois que c'est le joueur qui m'a le plus fait plaisir dans cette Summer League pour les Bulls, c'est Julian Phillips. Oh, parce que bon, on l'avait laissé un peu sur une blessure au pied depuis la mi-mars, il n'avait pas joué la fin de saison, ni le play-in, et puis on n'avait pas vraiment eu d'infos sur comment ça allait, est-ce que ça allait mieux, est-ce qu'il était guéri, etc. Parce que bon, on va pas refaire tout le chapitre de la communication des Bulls sur les blessures et sur la communication en général, mais enfin bref, voilà, on n'était pas vraiment tenu au courant. Et là, il nous a bien bien rassuré, hein, genre au bout de 2 minutes du premier match, il y a un énorme alley-oop qui rattrape à une main et après il la rabat à deux mains dans le cercle. Tu dis bon, ok, le pied ça va, parfait, Julian, tout va bien. Et derrière, il a montré de très très bonnes choses. Je l'ai trouvé très à l'aise sur ses attaques du cercle, beaucoup de drive où voilà, il a montré un bon premier pas, et puis ses qualités athlétiques lui permettent d'accéder au cercle, de bonnes accélérations. Il a été capable de finir au cercle en encaissant le contact et ensuite en mettant le panier avec la faute, etc. J'ai trouvé que c'était plutôt intéressant de sa part. On l'a vu pas mal tenter de loin aussi, c'est quelque chose qu'il doit encore continuer à travailler parce que la réussite n'était pas ouf ouf, hein, même s'il a fait 4 sur 7 à 3 points sur le dernier match qu'il a joué, parce qu'il n'a pas joué les 5 matchs, il a joué les 4 premiers, il a été laissé au repos le dernier. Voilà. Mais c'est quelque chose, pareil, je trouve que par rapport à son année rookie, il y a déjà de l'amélioration. Donc ça peut que être encourageant pour la suite en se disant, voilà, ça va continuer dans cette dynamique où le shoot est pas mal, la sélection de tir est correcte, il n'a pas genre pris des shoots dans tous les sens parce que voilà, mais c'était surtout voilà, quand il était laissé libre, quand c'était dans le bon tempo, etc. Donc à ce niveau-là, j'ai trouvé que c'était très très intéressant de sa part, une sélection de shoot réfléchie, intelligente. C'est pas toujours rentré, mais le geste est là et il va continuer à le bosser. Et puis bah, là où il a fait le taf, comme d'habitude, c'est sa défense, c'est sa présence au rebond. Son premier match, il a fait un double-double. Il a été capable voilà, de faire des bons contests défensifs. Il a mis quelques contres aussi. Il a voilà, bien emmerdé ses mecs en 1 contre 1. Donc voilà, il a fait une Summer League de qualité, j'ai trouvé. Donc encourageant pour la suite. Euh, Adama Sanogo aussi, j'ai trouvé que c'était pas mal. Déjà, je l'ai trouvé plus affûté. Alors, c'est peut-être juste moi, mais je trouvais qu'il était un peu plus maigre, genre du visage, il était un peu plus fin, tu vois. Et c'est là que tu commences à perdre, hein, quand tu perds du poids, c'est là que tu t'affines le plus au départ et après c'est plus bas. Mais ça commence par le visage. Et je sais pas, je le trouvais plus mobile dans ses déplacements latéraux, quand il essayait de rester euh, au contact de ses mecs sur les 1 contre 1, faire des bons contests, etc. Il a encore commis beaucoup de fautes évitables, hein. Il y a un match où il a fait 10 fautes, ce qui est, je crois, la limite en Summer League, ou je ne sais même pas s'il y a une limite.
Mais en tout cas, il a fait un match à 10 fautes. Alors après, il y a certains calls des arbitres, hein, c'était quand même mitigé, on va dire. Mais enfin, voilà, j'ai trouvé qu'il était plus mobile, plus voilà, d'être capable d'un peu plus euh, tenir ses mecs en un contre un, poser un peu quelques contests, etc. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant de sa part à lui aussi. On l'a vu sous les deux cercles, hein, comme à son habitude, aller chercher des gros rebonds, mis ses points bah, notamment sur des rebonds offensifs, mais pas que, parce que bon, toute l'année dernière, la plupart de ses points en G-League, c'était des rebonds offensifs, parce qu'il n'y avait pas vraiment de système pour lui, personne ne lui filait la balle à l'intérieur. En gros, les mecs shootaient des briques, ils rattrapaient, ils mettaient dedans, quoi. Donc, et c'est pour ça qu'il a tourné à quasiment 17 points et 12 rebonds en G-League l'an dernier, quoi. J'ai plus les stats exactes en tête, mais c'était un truc comme ça, quoi. Je crois qu'il a fini deuxième meilleur rebondeur de la G-League, mais bref. Là, il a eu quand même parfois quelques ballons à l'intérieur, il a mis quelques bons post-up, un footwork qui est en progression, tu vois, pour essayer de mettre quelques moves, etc. Donc j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant de sa part, donc, et encourageant encore une fois pour la suite. Donc je l'imagine pas craquer la rotation de 10, 9, 10, 11 joueurs de Billy Donovan, pas de manière régulière, mais quelques apparitions dans le roster principal, par-ci par-là, pendant la saison, ce serait pas pour me déplaire, tu vois, ce serait quand même intéressant à suivre, même si bah, j'imagine bien qu'il va passer la grande majorité de la saison avec les Windy City Bulls, et d'ailleurs c'est un des joueurs qu'on a en two-way contract pour la saison qui arrive. Parlant de two-way contract, la transition est toute trouvée pour un autre joueur qu'on a signé et qui me fait bien plaisir, et qui a bien fait plaisir pendant cette Summer League, c'est Stewart. C'est DJ Stewart qui a signé un two-way contract avec les Bulls une fois que la Summer League était terminée. Et je l'ai dit plein de fois sur Twitter, avant même que ça arrive, il faut qu'on le signe en two-way parce qu'il a été énorme. Et je trouve que c'est mérité pour ce natif de Chicago qui a fait forte impression, quoi, qui a fini meilleur scoreur de l'équipe, qui a eu un rôle important dans la distribution du jeu, qui a fait tourner la balle, qui a souvent été la rampe de lancement pour les dunks qu'on a vus de Matas ou de Julian Phillips, etc. Tout en exécutant des bons pick and roll aussi à droite à gauche. Donc il a été vraiment capable de, de, de- d'être ce meneur de jeu, parce qu'on le disait dans la vidéo précédente qu'il n'y avait pas forcément de meneur dans ce roster de G-League, à part lui, quoi, en gros. Et il a fait de très très bonnes choses sur des bonnes minutes en plus. Et puis bah voilà, il a été capable d'apporter un scoring assez conséquent, hein, notamment son match à 37 points contre Atlanta, où on a vu que dès que tu lui laisses un espace derrière la ligne à 3 points, il bombarde, quoi. Il a mis des double step back à la James Harden. Il a mis voilà, il faisait venir Sanogo ou un autre intérieur pour le pick and roll. Et dès que il a vu que les joueurs d'Atlanta essayaient de contourner essayaient de passer sous les screens, mais que ça prenait du temps et que ça lui laissait un minimum d'espace, boum, bombardement. Et il a mis je sais plus combien de paniers à 3 points sur ce match-là, juste comme ça, en se créant l'espace parce qu'on est venu lui faire un écran, quoi. Et donc il a bombardé, mais pas que comme ça, hein. Il a mis des pull-ups, enfin bref, il a une belle panoplie de shooters, un beau geste en plus, donc très très agréable. Et puis voilà, il a été capable aussi d'attaquer le cercle, et c'est comme ça qu'il a donné la victoire face à Atlanta. Donc il a montré vraiment des choses très très intéressantes, que ce soit à la création pour les autres, mais pour lui-même aussi. Donc je trouve, moi, perso, qu'il mérite ce two-way contract qu'on lui a donné. Après, il y a deux écoles. Soit tu considères qu'il faut donner les two-way contracts aux joueurs les plus méritants, euh, slash talentueux que tu trouves, que tu peux signer, soit tu les donnes à des joueurs qui, sur des postes où tu as des lacunes dans ton roster principal, en te disant, ces joueurs-là, à un moment donné, vont avoir un rôle important, euh, il, il faut que ce soit des gars qui soient capables d'apporter quelque chose que le roster principal n'est pas capable de fournir. Sachant que ça fait quand même des années qu'on a des two-way contracts qu'on fait très 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 peu jouer avec le roster principal. Voilà. Après, oui, les meilleurs joueurs possibles en two-way, quoi. Je pense que c'est quand même, je pense que c'est quand même comme ça. Parce que par exemple l'an dernier, on a laissé quand même partir Javon Freeman Liberty qui avait signé une énorme Summer League pour finalement se retrouver avec Henry Drell et plus tard Andrew Fung, quoi. On aurait peut-être mieux fait de garder Javon Freeman Liberty, quoi, non? Donc, alors qu'il avait fait une Summer League de malade mental, quoi. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, peu importe la manière de faire,
très content pour Stewart, il a montré de belles choses. Et puis voilà, il est jeune, il a 22 ans. Je l'ai dit dans la dernière vidéo, Andrew Funk, faut arrêter avec ça. Henry Drell, faut arrêter avec ça. Et d'ailleurs, hier soir, les Bulls ont annoncé que Andrew Funk, qui avait le troisième two-way contract, a été coupé. Donc voilà, il sera resté, je crois qu'il était arrivé en février ou en mars au Windy City Bulls. Il a dû jouer quelque chose comme 7-8 matchs en fin de saison. Et ensuite, il a fait une ou deux apparitions dans le roster principal pour envoyer des briques à 3 points. Donc, Mr. Funk, merci, au revoir. J'espère, donc du coup, ça laisse un spot disponible en two-way contract. S'il le donne à Henry Drell, je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Ça fait 3 ans qu'il est là, Henry Drell. On sait ce qu'il est capable de faire et ne pas faire. C'est bon, on a assez vu, il a 25 ans. Autant donner ce two-way à un jeune. Et à ce moment-là, tu peux le donner à un mec sur un poste où on n'est pas très bien fourni dans le roster principal, genre un intérieur. Voilà. Mais pas Henry Drell, quoi. Faut arrêter avec ça. Il va pas craquer la rotation, il va pas. Voilà. Donc, donnons une opportunité à quelqu'un d'autre, un mec plus jeune qui a peut-être d'autres qualités, et voyons avec ça. Mais ouais, faut arrêter avec Henry Drell, quoi. C'est pas possible. Bref. Donc voilà pour ce bilan de Summer League. Et ce qui est bien avec la Summer League, c'est que tu as souvent des interviews en marge des matchs. Et il y en a eu notamment qui ont été réalisées avec Arturas Karnišovas et Mark Eversley après le deuxième match de Summer League. Et donc, je vais revenir sur quelques déclarations qu'ils nous ont fait et on va en parler un petit peu. Donc, Arturas Karnišovas a déclaré que donc on a plein de jeunes qui ont déjà de l'expérience et vont dans la bonne direction. Ce changement qu'on est en train de mettre en place va nous aider à construire notre futur et c'est la meilleure façon de faire. Et ce n'est pas fini, il y aura des ajustements constants. Il y a 3 ans, on avait un plan qui a fonctionné au début avant les blessures. Donc on continue d'utiliser les excuses des blessures, mais bref. On a attendu une deuxième et une troisième année pour voir où on en était. Maintenant, on fait des changements. On peut débattre sur le fait que ce soit trop tôt ou trop tard pour les faire, mais c'est notre situation actuelle. Ensuite, tu as Mark Eversley qui parle de DeRozan en disant que son leadership va nous manquer, que c'était un excellent relais du coach pendant 3 ans, qu'il a été extraordinaire, et que quand ils l'ont signé, le projet était de gagner des matchs, et que tant qu'il était là, il voulait essayer de gagner. Et en gros, voilà, il te dit, Demar était une part importante de notre réflexion pour dire qu'on devait continuer de donner une chance à ce groupe. J'aimerais qu'il soit encore là, mais nous n'étions pas assez bien positionnés pour le faire revenir et lui garantir de gagner. Donc voilà, maintenant que DeRozan n'est plus là, on n'est plus dans la nécessité, parce qu'on lui a plus, voilà, on lui avait promis, on lui avait dit, on va essayer de gagner pendant que tu es là. Il n'est plus là, on part sur un projet différent, avec beaucoup plus de jeunes, essayer de descendre dans le classement pour être bien à la draft l'an prochain, terminer top 10 et récupérer notre pick, et ensuite descendre le plus possible. Donc voilà, Demar DeRozan ça n'avait plus vraiment de sens qu'il soit chez nous. Mais ce qui est surtout intéressant à retenir, c'est deux choses. C'est d'abord sur Patrick Williams, où Arturas Karnišovas nous dit Patrick a eu 4 années de haut et de bas, dont 2 où il était blessé, donc il n'a pas pu montrer tout ce qu'il savait faire. On aurait aimé qu'il soit là toute la saison pour se faire une meilleure idée de ce qu'il peut apporter, mais on pense qu'on a trouvé un bon deal pour quelqu'un qui a déjà 4 ans d'expérience NBA et qui n'a que 22 ans. En son absence, on a vu à quel point sa taille nous manquait, sans parler du fait que tu perds l'un de tes meilleurs shooters. Mais ses meilleures années sont devant lui, donc ça c'est important. On l'a dit dans la vidéo où on a parlé de sa prolongation de contrat, 5 ans, 90 millions, 18 millions pile par saison, il n'y a pas d'augmentation, voilà, c'est pas dégressif, etc. Patrick Williams va être une pièce importante de notre futur et les Bulls en sont conscients. Voilà, après, maintenant, il faut arrêter de dire voilà, c'est dommage qu'il était blessé, voilà, c'est comme ça. Maintenant, on sait que Patrick Williams a un cap à passer dans le futur. Et voilà, on va arriver dans les années où il va atteindre son prime et il faut que ce cap, il le passe maintenant, quoi, dans les 2 prochaines saisons, parce que sinon, ça va devenir compliqué. Maintenant, on sait aussi que on est dans une situation où on va pas forcément chercher à gagner dans la saison qui arrive. Donc, on va surtout se focaliser sur le développement et pas chercher les victoires à tout prix. Donc, voilà. Idéalement, il faudrait que Kobe, Ayo, Pat Williams et les autres jeunes continuent leur développement, mais sans gagner trop de matchs. Et parlant de ça, il y a un autre truc sur lequel Karnišovas a parlé, c'est le dossier Zach LaVine. Et ça, c'est intéressant parce qu'il a dit on s'attend à un Zach en bonne santé, à 100%, et c'est le cas actuellement. Il est très professionnel et on s'attend à ce qu'il soit avec nous au training camp.
C'est très dur d'imaginer à quoi ressemble le marché et c'est pour ça que j'ai dit que toutes les options étaient sur la table. On ne va pas faire un deal s'il ne nous convient pas. On va être patient sur ce dossier, mais je pense qu'on est loin d'un produit fini avec ce roster. Moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est que Zach LaVine pourrait très bien rester. Alors, si tu es dans une logique de pas forcément chercher à gagner des matchs, pourquoi pas? Parce que Zach, s'il avait été capable de faire gagner des matchs aux Bulls, il l'aurait déjà montré depuis le temps qu'il est là. Ça n'a pas vraiment été le cas. Hein. Bon, après, il y a la construction du roster autour de lui, etc. Blablabla. Mais Zach semble parti pour rester, faute de pas avoir véritablement d'offres non plus, certainement. Mais enfin, bref. Après, je pense que ça arrive juste à quel choix tu décides entre euh, le dégager à tout prix et quitte à mettre des assets en plus pour intéresser une équipe et le dégager, donc les seconds tours de draft qu'on a récupérés par exemple, mais c'est quand même pas une bonne idée, te débarrasser d'un joueur et en plus d'assets pour le futur, ou le garder, sachant qu'il il doit se relancer, donc il a tout intérêt à bien jouer, pas forcément gagner des matchs, et le seul bémol s'il est encore là, c'est qu'il peut foutre une sale ambiance dans le vestiaire parce qu'on sait que lui, Donovan, c'est pas ouf. Et puis, il va prendre du temps de jeu sur le développement des jeunes, quoi. Parce que tu le mets où dans le 5 de départ il va prendre des minutes à Yodo Sunmu, il va peut-être en prendre à Kobe aussi. Donc, c'est surtout ça, en fait, le souci de le garder. Parce que sinon, voilà, lui sait qu'il doit se refaire une santé et se refaire une cote auprès des meilleures équipes s'il veut partir là-bas. Euh, donc voilà, pour la cohésion de l'équipe, c'est pas ouf. Mais voilà, si lui il fait ses stats et qu'on continue de pas gagner des matchs, et qu'après ça intéresse une équipe pour aller le chercher, bah ma foi. Vu qu'on n'est pas dans l'optique de gagner des matchs apparemment, pourquoi pas tenter le coup comme ça, hein. Bon. Ce qui est sûr, c'est que ça reste une meilleure solution que de le dégager, plus des seconds tours de draft, etc. contre je sais pas quoi. Donc voilà. Enfin bref, ça c'est que mon avis à moi. On va bien voir comment ça va se dérouler, hein. Si jamais dans 2 semaines il est tradé, on verra. On agira en fonction. Euh, les JO débutent ce samedi. On va suivre un petit peu Josh Giddey, qui va être le seul représentant des Bulls au final, parce que le Monténégro n'a pas su se qualifier, donc il n'y aura pas Vucevic. On l'a vu très bon, Josh Giddey, face à la France, notamment dernièrement, face aux USA aussi, où il a frôlé le triple-double. Donc j'ai hâte de voir ça quand même, ce que Giddey va proposer, même si on sait que voilà, ce qu'il va faire avec la sélection australienne, ça ne va pas être la même chose qu'il va faire avec les Bulls, il aura forcément un rôle différent, des minutes différentes, etc. Mais voilà, ça va être sympa à suivre. Et puis en plus, moi, la semaine prochaine, je serai à Lille pour le match Australie-Grèce. Donc ouais, j'ai quand même bien hâte de voir ça, ça va être plutôt cool. Et puis je voulais terminer cette vidéo en parlant de Pat Williams, aucun lien avec Patrick Williams. Malheureusement, Pat Williams, qui est décédé la semaine dernière, il a été le général manager des Bulls de 1969 à 1973, 4 saisons où les Bulls sont allés en playoff, dont 3 à plus de 50 victoires par saison. C'est le mec qui a créé Benny the Bull, qui a évité à la franchise de déménager, parce que quand il est arrivé en 69, la situation était catastrophique, il y avait des matchs délocalisés à Kansas, il y en avait 7 ou 8 par saison, et un des membres fondateurs des Bulls voulait commencer de plus en plus à insister pour déménager la franchise là-bas, parce que ça prenait pas à Chicago, et lui il a permis d'inverser ça avec Benny, avec des cheerleaders, avec plein de trucs promotionnels pour attirer du public, et les 4 saisons où il a été général manager des Bulls, euh, euh, le, le nombre de spectateurs moyens a plus que doublé, donc il a rempli sa mission. Et puis je lui avais consacré une vidéo il y a un an ou deux avec les Windy City Stories. C'est quand même un mec fascinant qui a écrit plein de bouquins sur le leadership, qui courait des marathons, qui était l'un des principaux artisans de la création du Orlando Magic notamment. Donc une vraie légende pour le basket de manière globale en NBA, mais aussi pour les Bulls parce que son passage fin des années 60, début des années 70, a permis à la franchise de rester à Chicago et ne pas bouger. Et si elle avait bougé, qui sait ce qui serait arrivé par la suite. Donc voilà. Je vais vous mettre là en fin de vidéo, ça va apparaître sur la fin, le lien vers la vidéo que j'avais fait sur lui. Donc là ou là, je sais pas, enfin, vous verrez bien. Donc si jamais ça vous intéresse d'en découvrir un peu plus sur son histoire, sur son parcours qui est extraordinaire, eh ben, vous pourrez voir ça si vous ne l'avez pas déjà vu à l'époque. Je sais pas trop quand on se retrouve, peut-être après les JO pour parler un peu de Josh Giddey ou quoi.
ce qu'il a montré peut-être. Ou en tout cas, si une breaking news tombe d'ici là, on refera une vidéo. Mais sinon, je pense que dans les prochaines semaines, ça va être assez calme, hein. Donc voilà, ce sera surtout sur Twitter pour discuter un peu. Et puis ensuite, bah, ce sera en fonction de l'actu. Donc bah, profitez bien de votre été, des Jeux Olympiques. Et puis bah, voilà, tenez-vous bien et on se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao, go Bulls.